Il existe un circuit d'urgence intégré dans votre cerveau qui se déclenche dès que la joie devient trop intense, vous faisant pleurer. Presque personne ne sait qu'elle existe, et pourtant tu l'as ressentie. À un mariage, à des retrouvailles, devant une médaille d'or qu'on soulève, la joie ne devrait pas ressembler au chagrin, pourtant ton visage fait la même chose. La réponse se cache dans un laboratoire de Yale. Une mariée avance dans l'allée, et son père, un homme adulte, laisse couler des larmes en silence. Un soldat rentre chez lui, et sa mère s'effondre en sanglots. Une grand-mère voit son petit enfant, et ses épaules tremblent. Cela se produit dans toutes les cultures de la Terre. Chaque langue possède une expression pour le dire, des larmes de joie. Les bébés le font, les athlètes le font, les vieux hommes stoïques qui n'ont pas pleuré depuis 40 ans le font soudain. L'évolution a conservé ce comportement étrange dans toute l'espèce. Il n'a pas été éliminé, il a été renforcé. Les scientifiques ont en réalité un nom pour cette énigme. Ils l'appellent les pleurs paradoxaux, deux signaux opposés qui entrent en collision. Pourquoi un cerveau conçu pour la survie réagirait-il à ses plus beaux instants de la même manière qu'il réagit aux catastrophes ? Pendant longtemps, personne n'avait de vraie réponse. Puis, un chercheur du Connecticut a remarqué quelque chose que presque tout le monde avait manqué. En fait, vos larmes n'ont rien à voir avec le bonheur. Elles font quelque chose de bien plus étrange en vous. Elle s'appelle Oriana Aragon, psychologue à Yale. Elle s'est intéressée à quelque chose que vous avez probablement dit à voix haute sans même y penser. Quand tu vois un petit chiot tout mignon ou un bébé tout potelé avec des plis, qu'est-ce qui sort de ta bouche ? J'ai envie de le serrer fort. Je te mangerai tout cru. Tu es trop mignon. Je vais en mourir. Écoute ce langage. Il est violent. Il est agressif. Il est presque cannibale. Et pourtant, tu regardes quelque chose de doux et d'innocent. Aragon a appelé cela l'agression mignonne. Elle a fait venir des gens au laboratoire et leur a montré des photos de bébés incroyablement adorables. Elle leur a donné du papier bulle. Plus le bébé était mignon, plus les bulles éclataient. Stimulus positif, réaction agressive. Le cerveau a vu quelque chose de merveilleux et s'est tourné vers quelque chose de destructeur. C'était le premier indice sérieux de quelque chose. Les émotions, lorsqu'elles deviennent trop intenses, débordent vers leur contraire. Aragon a donné à ce phénomène un nom clinique. Elle appelait ça l'expression dimorphique. Une seule émotion, deux visages. La joie avec des larmes, la tendresse avec les dents, le soulagement avec des cris. Ce n'était pas un bug, c'était un schéma, reproductible, mesurable, interculturel à travers le monde entier. Mais cela soulevait une question bien plus importante. Pourquoi le cerveau ferait-il une telle chose ? Pour répondre à cela, il faut comprendre ce qu'est vraiment pleurer. Pas la métaphore, la biologie derrière. Les scientifiques pensent qu'il existe 3 types distincts de larmes. Les premières sont les larmes basales, un fin film salin. Il lubrifie constamment votre œil pour qu'il ne se dessèche pas. Vous en produisez chaque seconde sans jamais le remarquer. La seconde, c'est le réflexe. Cette montée vive quand tu coupes un oignon ou qu'une poussière entre dans tes cils, pure mécanique. Et voici la plus étrange. Le troisième type est appelé émotionnel, et il n'appartient qu'à vous. Pour autant que nous le sachions, cela n'existe que chez les êtres humains. Aucun autre animal ne verse de larmes d'émotion. Un chien gémit, une baleine pleure, un chimpanzé hurle, mais toi, tes yeux coulent. Ça, c'est une invention humaine. Et ces larmes émotionnelles sont chimiquement différentes. Des études montrent qu'elles contiennent des hormones de stress évacuées par vos canaux lacrymaux. Hormones adrénocorticotropes, prolactine, leucine encéphaline, un antidouleur naturel, manganèse. Votre corps évacue littéralement de la chimie par les larmes. La plomberie révèle la fonction. La glande lacrymale, la petite usine derrière votre paupière, possède un câblage direct. Il est directement câblé au système limbique, le noyau émotionnel ancien, amygdale, hypothalamus, tronc cérébral, tous connectés. Quand ces régions sont en surcharge, elles tirent sur un levier. Le levier ouvre une valve. Et les larmes jaillissent. Pleurer n'est pas un effet secondaire de l'émotion.
Pleurer, c'est une libération de pression physiologique, un mécanisme de sécurité intégré. Dans votre cerveau, la joie et le chagrin partagent les mêmes circuits. Découvrez maintenant le système qui appuie sur la gâchette. On l'appelle le système nerveux autonome. Deux branches qui s'opposent, comme une pédale d'accélérateur et un frein. La branche sympathique, c'est votre accélérateur. Elle s'active dès qu'il se passe quelque chose d'important en vous. Le danger, l'excitation, la surprise. Ton cœur s'emballe, tes pupilles se dilatent, tes paumes transpirent, le sang afflue vers tes muscles, tu te sens électrisé. La branche parasympathique, c'est le frein. Elle te ralentit, dit à ton cœur de s'apaiser, à tes épaules de se relâcher. Cela devrait s'équilibrer. Mais voilà le problème. Votre corps ne peut pas faire la différence entre une joie intense et une peur intense. La même pédale d'accélérateur est enfoncée à fond dans les deux cas. Imaginez-vous au bord d'une haute falaise, le cœur qui bat la chamade. Imagine maintenant que tu te tiens devant l'autel, sur le point d'épouser la personne que tu aimes. Le cœur qui bat exactement de la même façon. La chimie est presque identique. Même cortisol, même adrénaline, même visage empourpré, même bouche sèche. Le corps perçoit l'intensité, il ne lit pas l'histoire. Alors quand la joie monte trop fort, l'accélérateur s'emballe et risque de dépasser la cible. Et c'est à ce moment que le nerf vague, le plus long nerf de tout votre corps, écrase brutalement la pédale de frein. Il active le parasympathique. Il t'inonde de calme. Il coupe le moteur complètement, jusqu'à zéro. Et à cet instant précis du basculement, la glande lacrymale se relâche et les larmes commencent à couler. Elles ne sont pas l'émotion, elles en sont la trace, la marque de l'instant où vous avez relâché la pédale. Voilà pourquoi le chagrin et la joie semblent étrangement identiques. Même pot d'échappement, même fumée silencieuse qui s'élève. Revenons maintenant à Aragon. Elle ne s'est pas contentée de remarquer le phénomène, elle l'a mis à l'épreuve dans une expérience discrète. Son étude a discrètement bouleversé la façon dont la psychologie conçoit l'émotion, et tout a commencé par des photographies de nouveau-nés. Elle a montré à deux groupes des photos de nouveau-nés minuscules, fragiles et incroyablement mignons, puis a mesuré précisément la réaction de chaque personne. Certains souriaient simplement, d'autres ressentaient ce débordement agressif, ce réflexe du « j'ai envie de te serrer fort », et d'autres avaient les larmes aux yeux. Puis elle a soigneusement suivi leur état émotionnel dans les minutes qui ont suivi, et le résultat a absolument surpris tout le monde. Les personnes qui ont pleuré ont récupéré le plus vite. Leur excitation est retombée. Leur rythme cardiaque s'est normalisé. Leur humeur s'est rétablie rapidement. Contrairement à une idée reçue, pleurer ne les épuisait pas. Cela les remettait à zéro. Les larmes faisaient leur travail. Le cerveau les utilisait comme un régulateur, non pas une expression d'une émotion, mais un outil pour gérer l'émotion. Aragon et ses collègues ont appelé cela l'hypothèse de l'homéostasie. Votre système émotionnel cherche toujours à revenir à l'équilibre. Quand la joie monte trop haut, le corps la ramène. Quand le chagrin descend trop bas, le corps le relève. Les larmes font partie de la façon dont cet élan se produit. Elles ne sont ni une faiblesse, ni un trop-plein, ni un dysfonctionnement. Ils sont un thermostat. Et ce régulateur silencieux agit bien au-delà de la joie, dans chaque émotion que vous ressentez. Tu l'as vu partout, tu ne l'avais juste pas nommé. Les gens rient aux enterrements, pas parce que la mort est drôle. Leur système nerveux est submergé par le chagrin et cherche l'opposé pour se rééquilibrer. Des soldats rigolent en pleine fusillade. Les survivants d'accidents racontent qu'ils sont restés assis dans leur voiture détruite, éclatant d'un rire hystérique alors que les éclats de verre retombaient encore autour d'eux. Le sourire de rage. Tu connais ça? Quelqu'un te blesse si profondément que tout ce que tu peux faire, c'est sourire en retour. Le rire de la peur. Tu regardes un film d'horreur et tu n'arrives pas à t'arrêter de rire au moment le plus effrayant, le plus terrifiant. Sanglots de soulagement. Tu apprends que le test était négatif, que l'opération a réussi, que l'enfant disparu a enfin été retrouvé sain et sauf. Tu t'effondres sur le sol de la cuisine en pleurant comme si quelqu'un venait de mourir. C'est le même circuit, le même frein vagal.
La même soupape de trop-plein, des portes différentes. Regardez un athlète olympique sur le podium quand l'hymne retentit. Ils se sont entraînés pendant 20 ans pour le plus grand moment de leur vie. Et que fait leur visage? Il se froisse. Comme celui d'un enfant. Comme celui de quelqu'un qui vient de perdre tout ce qu'il a jamais aimé en ce monde. Regardez une mère qui tient un nouveau-né et écoutez ce qu'elle murmure doucement sous son souffle tremblant. « Je pourrais te manger. J'ai envie de mordre tes joues. T'es tellement mignon que j'en mourrais, sincèrement. » Ça paraît dingue sorti de son contexte. Dans son contexte, c'est la chose la plus universelle que les humains disent réellement à voix haute. Le cerveau se retient du bord d'une falaise de tendresse insoutenable en saisissant, brièvement, son contraire. Mais voilà, il y a encore une couche à tout ça, et elle est profondément, intimement, fondamentalement sociale. Parce que les larmes font autre chose. Elles sont publiques, visibles, mouillées, brillantes, indéniables. On ne peut pas feindre une vraie larme facilement. Impossible d'en cacher une lorsqu'elle tombe. Les scientifiques pensent que l'évolution a conservé les larmes émotionnelles comme un signal honnête, impossible à feindre. Quand un autre être humain te voit pleurer, quelque chose se passe dans son cerveau. Son agressivité chute, son empathie s'envole. Des études montrent qu'une larme sur le visage de quelqu'un change la façon dont il est perçu, plus doux, plus digne de confiance, plus en besoin d'aide. Mais voici le rebondissement. La recherche suggère que les larmes émotionnelles transportent de véritables signaux chimiques qui agissent sur le corps de l'observateur. Une étude israélienne a révélé que les hommes qui sentaient les larmes émotionnelles des femmes présentaient une baisse mesurable de testostérone. Les larmes agissaient sur la chimie du corps. Imagine que tu vis dans une petite tribu il y a 40 000 ans. Quelqu'un revient d'une chasse que tout le monde croyait perdue. La joie explose dans le groupe. Les corps sont submergés. Les larmes coulent, scintillant sur chaque visage, faisant deux choses à la fois. Ils réinitialisent chaque système nerveux. Ils invitent toute la tribu à partager l'instant. Approchez-vous, baissez la garde, créez du lien. Pleurer de joie n'est pas qu'une régulation, c'est un appel. Cela dit, je suis submergé, viens partager ça avec moi, c'est sans danger. L'évolution a récompensé le débordement visible. Ceux qui pouvaient pleurer de joie maintenaient leur tribu unie. Leurs gènes se sont transmis. Le vôtre, en partie, vient d'eux. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie pour vous, ici même, en cet instant? Les larmes de joie ne sont pas une faiblesse, ni une perte de contrôle, ni quelque chose à cacher derrière des lunettes de soleil ou à refouler d'un battement de cils. Ce sont vos émotions, votre cerveau qui fait exactement ce pourquoi il a été conçu. Réguler, protéger, libérer. Rien de plus, rien de moins. Quand tu les réprimes, tu n'arrêtes pas l'émotion. Tu pièges ton système nerveux bloqué sur la pédale d'accélérateur. L'excitation reste, le cortisol reste, la tension dans ta poitrine reste. Tu marches pendant des heures avec cette sensation d'agitation. Tu te sens anxieux, légèrement décalé, incapable de te poser. La vague n'a pas terminé son cycle. Le frein ne s'est jamais enclenché à l'intérieur. Mais voici le paradoxe. L'inverse est également vrai. Lorsque tu laisses couler les larmes, tu boucles la boucle. Le nerf vague fait son travail. Le système parasympathique se met en action. Votre cœur ralentit. Votre respiration s'approfondit. Le calme revient doucement. 2 minutes plus tard, vous vous sentez étrangement propre, plus léger, revenu à vous-même. Ce n'est pas une coïncidence, la biologie qui termine sa phrase. Ton cerveau ne te trahit pas, il te protège, en métabolisant une expérience trop vaste pour être contenue brute en toi. Elle transforme une vague qui pourrait vous submerger en une vague qui traverse simplement votre corps et s'en va. La prochaine fois que la pression monte derrière tes yeux lors d'un mariage, d'une remise de diplôme ou d'un moment dans la cuisine, remarque simplement ce qui se passe. Ne lutte pas. Regarde la remise à zéro se produire, sans le frein. Cette tension, ce flou brûlant, ce souffle coupé se relâche. C'est une ingénierie humaine intégrée, vieille de millions d'années, qui fonctionne parfaitement. Tu ne t'effondres pas, tu reviens à l'équilibre. Un mystère demeure.
Pourquoi certaines personnes ne pleurent-elles jamais, au grand jamais, quoi que la vie place devant elles? Certains adultes passent des années sans verser une seule larme d'émotion, ni de chagrin, ni de joie, ni de quoi que ce soit. Leur système nerveux gère ces ondes différemment, et ce que cela provoque dans leur cerveau devient une histoire bien étrange. Si tu veux savoir ce qui arrive aux gens qui sont vraiment incapables de pleurer, cette vidéo est la prochaine dans la file. Avant de partir, dis-moi une chose, sincèrement. À quand remonte la dernière fois que tu as pleuré de joie, une joie pure et toute simple? Quel a été le moment précis? Dis-le-moi dans les commentaires. Je les lis vraiment, tous, un par un. Envie d'autres explications tranquilles sur ce que fait votre cerveau pendant que vous vivez votre vie?